Il semble y avoir vraiment beaucoup d'inquiétudes après l'attaque de l'Iran par Israël et en particulier il y a une annonce de l'ONU, une attaque contre la centrale de Bushehr en Iran pourrait provoquer une catastrophe nucléaire, alerte le chef de l'AIEA. Donc nous allons voir dans cette vidéo un peu de quoi il retourne, je vais vous présenter des cartes de l'endroit et voir pourquoi c'est vraiment un problème. Mais avant je voudrais vous présenter cette chaîne, donc la chaîne c'est Expatriation Voyage. Je parle beaucoup de la Chine puisque j'y ai été expatrié pendant quelques années et j'ai préparé un cours qui s'appelle Expatriation en Chine et ce sont des vidéos qui sont réservées au niveau conquérant. Donc il faut prendre le membership conquérant sur la chaîne YouTube pour pouvoir voir cette formation. C'est une formation aussi que je peux décliner et donner en entreprise pour des besoins de business. Mais revenons à ce qui se passe actuellement c'est en Iran. Donc une attaque directe contre la centrale nucléaire iranienne de Bushehr en activité, elle est en activité, hein, aurait des conséquences les plus graves, pouvant relâcher de grandes quantités de radiation dans l'environnement, a mis en garde vendredi le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Donc là, vous avez un tweet des news des Nations Unies, rien de moins, en anglais évidemment. Et donc à ce stade, il n'y a pas de radiation nucléaire détectée, mais le danger existe. Donc c'est Raphaël Grossi qui a indiqué ça lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors c'est important parce que de quoi on parle? La centrale de Bushehr, on la voit ici, hein. Vous avez ici une carte dans laquelle vous allez avoir un certain nombre d'éléments. Donc Bushehr Nuclear Power Plant, en fait vous voyez ici la centrale atomique, hein, se trouve juste sur la mer ici, et quelque part vous avez l'aéroport, et puis vous avez aussi ici un terrain d'aviation militaire, et puis là vous avez aussi un autre terrain d'aviation militaire. Donc voilà, la centrale est peut-être plus ou moins protégée, néanmoins comme il reste plus grand-chose, enfin comme l'Iran peut pas trop se servir de son armée de l'air, et ben la centrale elle est vraiment à la merci du premier bombardement, hein. Là c'est vraiment très évident. Alors maintenant, on va voir de quoi il retourne. Donc si je regarde Google Maps, hein, en fait, c'est l'endroit qu'il y a ici, hein, et à côté, vous avez le Koweït, vous avez Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et Dubaï qui se trouvent ici. Puis actuellement, il y a des pourparlers plus ou moins qui devraient avoir lieu ou qui ont lieu à Mascate, ça se trouve ici dans le sultanat d'Oman. Si on regarde de manière un peu plus précise, hein, donc j'ai utilisé Google Maps pour voir quelle était la distance à vol d'oiseau, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, entre Bushehr et Dubaï. En fait, il y a 600 km. Alors 600 km, ça fait pas mal de distance, sauf que vous avez déjà présenté ça dans une dernière vidéo. En fait, voici l'application qui s'appelle Windy. Windy permet de voir la direction des vents et la force des vents. Donc normalement, vous voyez la direction des vents avec les petites flèches blanches ici. Et donc plus ces flèches vont vite, plus le vent est rapide. Plus ça tend vers le jaune et le rouge ici. Donc le vert, c'est plutôt lent. Enfin, c'est entre 10 et 20 nœuds en fait. Donc ça fait à peu près entre 20 et 40 km/h. Donc vous avez le vent qui se déplace comme ça. Et si on suit en fait, en ce moment, hein, au moment où je vous parle, donc on est le vendredi 20 juin 2025, si on suit les vents, en fait, on voit très bien qu'on a une partie du vent, en fait, voilà, qui va comme ça et qui éventuellement va plus ou moins sur le côté. Mais on voit que il en faudrait pas beaucoup en fait pour que le vent prenne directement les poussières de Bushehr et les envoie directement, quasiment sur cette zone-là, quoi. Parce que le vent se déplace comme ça dans la mer
et ensuite arrive sur les bordures des côtes et on voit qu'il remonte sur les côtes. Donc généralement, les vents, c'est quelque chose qui est dépendant de la période de l'année, hein. Donc c'est quelque chose qui normalement va durer encore pendant un certain nombre de jours. Donc ça, c'est un simulateur, hein. Si on regarde par exemple pour demain le 21, on voit que là par contre ça va clairement vers l'intérieur des terres. 22, là on va encore vers l'intérieur des terres. 23, voilà, là toujours vers l'intérieur des terres. Bon, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un peu limite quand même, hein. Ici, c'est plus ou moins pareil. Voilà, 25. Voilà, là, c'est pareil. Bon, après, j'ai plus accès. Donc là, on voit quand même que là, c'est quand même. Ça va ici dans ce coin-là et ça repart vers la corne ici. Donc voilà, ça serait vraiment pas. Ça serait vraiment assez dangereux en fait de toute façon pour la région comme c'est indiqué. Et puis bon, j'imagine que au niveau, en fait, ça aurait plusieurs impacts en fait. Ça aurait comme impact la partie la nourriture, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui pêchent ici, donc je suis pas sûr que l'eau soit renouvelée de manière quoi qu'il y a des fleuves qui arrivent, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment très, très importants. Donc il y aurait le problème en fait de la radioactivité sur tous les poissons, l'écosystème marin qui se trouve ici. Et puis aussi, j'ai pas fait une analyse des vents sur les différentes saisons. Parce que évidemment, en fonction des saisons, les vents tournent. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des vents qui viennent ici du nord-ouest. Mais peut-être qu'à d'autres saisons, les vents viennent du sud-ouest ou au contraire du sud-est. Et à ce moment-là, bah, le problème, c'est que c'est quand même des régions assez désertiques. Donc vous avez des poussières qui vont aller dans toutes ces régions. Et donc bah, à ce moment-là, ça crée un risque en fait de dissémination dans le coin, quoi. Donc c'est vraiment un problème important, quoi. Euh, on peut voir hein, d'ailleurs, je pense que c'est intéressant d'aller lire l'article complet hein, jusqu'à la fin de la conséquence de la catastrophe de Tchernobyl en France. Ça serait à peu près le même type de problème, sauf que la France, elle était à 2000 km en fait de Tchernobyl, hein. Donc c'est-à-dire très loin. Maintenant, il y a eu un problème apparemment important en Corse, hein, d'après ce que j'ai compris de la lecture de cet article. Je vous laisse aller le lire hein, parce que c'est assez complet. Le cas particulier de la Corse, qui justifie une étude plus attentive en raison de fortes pluies concomitantes au passage du nuage de Tchernobyl au-dessus de l'est de la Corse. Une partie de cette région semble avoir été plus touchée de France par les retombées aériennes du nuage. Donc, d'autre part, les populations vivant en zone de montagne auraient une alimentation déficitaire en iode, ce qui est un facteur de risque supplémentaire pour la thyroïde. Donc, apparemment, il y a un sujet de ce côté-là pour la Corse. Donc, à 2000 km de distance. Là, évidemment, on est plus près. Alors, on peut voir sur cette carte de l'Institut de la guerre que finalement, il y a eu des bombardements donc à Shiraz, ici, Isfahan, mais pas ici. Voilà, Boucher, ça se trouve là. D'un autre côté, la question quand même est quand même importante hein, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que précisément les centrales atomiques permettent la création d'uranium enrichi et donc et de plutonium et donc c'est un très gros problème dans le cadre de la militarisation de l'atome, en fait, de l'uranium. Donc, s'il y a une campagne pour, pour faire en sorte pour que l'Iran n'ait plus l'arme atomique, euh,
nécessairement, la centrale de Boucher fait partie des choses euh, qui sont une cible potentielle importante. Il y a même aussi un autre point que j'aimerais soulever, parce que je ne l'ai pas entendu soulever dans l'actualité, c'est que, vous voyez, ici, vous avez, ici, donc un peu au sud de Téhéran, la ville de Qom, ici, la ville de Qom. Au-dessus de cette ville de Qom, vous avez le site dont on parle beaucoup en ce moment de Fordo, dans lequel, qui est enterré sous des montagnes, et très difficile à percer. Quand on regarde en fait une carte, on s'aperçoit que cette partie-là, elle est vraiment pratiquement dans une plaine en fait, et que effectivement au-dessus du site vous avez un relief, mais c'est pas du tout une chaîne de montagnes comme il peut y avoir ici, dans le reste de l'Iran. Hein. Donc c'est tout près de Téhéran, c'est tout près de Téhéran. Donc ça veut dire que à partir du moment où il y aurait euh, comment dire, percement des tunnels, explosion à l'intérieur, et où la radioactivité rejaillirait dans l'atmosphère, nécessairement les villes comme Téhéran. Donc je ne sais pas ce que ça donnerait au niveau des vents par contre. Voilà, c'est ça. Donc si on regarde Téhéran, comme c'est là. Donc ça veut dire que si jamais il y avait un problème dans ce genre-là, en fait, ça irait pas nécessairement vers Téhéran, mais au contraire, ça repartirait vers l'ouest. Donc ça veut dire toute la zone ici vers l'ouest, vers des pays comme l'Irak, la Turquie. Ouais, voilà, c'est ça. Des pays comme l'Irak, la Turquie. Alors peut-être moins cette zone-là qui est très montagneuse, hein, mais en tout cas, c'est clair qu'il y aurait un sujet de radioactivité vers l'est. Cela dit, sur cette question en fait de Fordo, je pense qu'il y a un point que j'ai vu soulever nulle part dans l'actualité, mais pour moi qui me paraît quand même relativement important. C'est-à-dire que s'il y a un bombardement qui détruit les arrivées, on va dire, au complexe souterrain, qu'est-ce qui empêche les Iraniens, dans 5 ans, dans 10 ans, de recreuser et de récupérer l'uranium qui aurait déjà été enrichi? Je veux dire, ça paraît logique, hein, je veux dire, quelque part, à partir du moment où l'uranium est déjà enrichi, s'il n'est pas dispersé, et que c'est simplement si par exemple le terrain s'est écroulé dessus, etc., mais il reste encore la possibilité par la suite d'aller le rechercher en creusant tout simplement comme dans une mine, hein, et en arrivant au point où se trouvaient les centrifugeuses, etc. Et je pense qu'il ne faut pas beaucoup de temps en fait pour récupérer une bonne partie en fait de ce qui avait été enfoui. Hein. Donc ça dépend à quelle vitesse peut se creuser un tunnel pour avoir accès. Et puis il faut être sûr aussi que tous les tunnels en fait sont complètement bouchés. Ou que vraiment le point central où se trouvent tous les matériaux radioactifs sont complètement détruits et dispersés. Mais vous voyez un peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a pour moi, il y a deux types de problèmes. Le premier, c'est soit en fait il y a un bombardement qui descend suffisamment profond et qui touche les endroits où il y a le matériel radioactif et il y a une dispersion dans l'atmosphère. Pas le seul à le dire, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, je veux dire regardez sur les plateaux TV et tout, ça me paraît assez clair. À partir du moment où vous avez la bombe qui pénètre jusque dans le sous-sol, il y a un trou, hein, au-dessus. Et puis, au moment de l'explosion, tout sort. Donc, voilà, ça disperse ensuite tout ça dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un premier point. Mais si ça ne fait pas ça, si ça disperse pas dans l'atmosphère, eh bien, à ce moment-là, il y a un écroulement, en fait, de la partie qui se trouve au-dessus des compounds, des cavernes, des souterrains, des grottes, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, en fait, le matériau fissile, il est juste enterré sur place, mais il n'est pas détruit. Et donc,
ça doit pas être très compliqué. Je veux dire, s'ils ont creusé 80 mètres de tunnel pour enfouir les centres de recherche, bah, évidemment, ils ont la possibilité par la suite de recreuser ces 80 mètres pour aller les rechercher et les extraire. Je suis pas persuadé que ça pose vraiment des si gros problèmes que ça. Et je pense que même ça peut se faire probablement en mois et non pas en années. Donc voilà, ça c'est un truc dont j'ai jamais entendu parler sur les plateaux télé. Mais pour moi, il y a clairement un point sur ce sujet-là, hein, sur Fordo qui se trouve très près de Téhéran. En fait, hein, on s'aperçoit que, vous voyez, d'ici de Boucher à Dubaï, il y a 600 km. Donc là, jusqu'à Téhéran, vous avez probablement à peu près, je sais pas, 150 km peut-être de distance. Donc c'est très peu. Et si vous regardez par exemple vers l'ouest, hein, vous êtes ici de Com probablement à peu près à 450, 500 km de la frontière avec l'Irak. Et voilà. Et il y a la Turquie qui se trouve ici. Donc voilà, c'est tout un tas de problématiques hein, qui sont en train de se discuter en ce moment. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. Si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est la chaîne de l'expatriation, mais aussi parce que quelque part, la Chine ne peut pas ne pas être concernée. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que il y a au moins la moitié de son pétrole en fait qui vient de cette zone-là. Donc la Chine sans pétrole, si jamais il devait y avoir une coupure au niveau du détroit d'Ormuz, ça serait quelque chose d'assez catastrophique. Hein. Il y a la moitié du pétrole de la Chine qui vient de cette zone-là quand même. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vital pour la Chine, hein, pour les tankers qui partent d'Iran et qui arrivent en Chine. C'est quelque chose de vital. En plus, ils peuvent toucher le pétrole à des prix plus intéressants pour eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, interpelle nécessairement euh, la Chine, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut surveiller. C'est un sujet qui est vraiment très, très inquiétant. Euh, voilà, je pense que je ne suis pas persuadé que en ce moment il y a les discussions à propos de Trump qui a reculé de 15 jours. Je ne suis pas persuadé, à vrai dire, que Trump voit nécessairement une urgence en fait à intervenir, d'une part, et d'autre part, je pense que les Américains sont vraiment très tournés vers la Chine. C'est un peu normal. Enfin, je veux dire, quelque part, leur défense, de leur pays, on va dire, au vu de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé avec les Japonais Pearl Harbor, hein, est quand même euh, très très comment dire très très sensible à ce qui se passe dans le Pacifique et probablement moins dans cette zone. Hein. Euh, donc ils ont détourné un porte-avions. Donc je pense que c'est même ce porte-avions. Ouais voilà c'est ça. C'est l'USS Nimitz en fait. Hein. Le groupe aéronaval USS Nimitz arrivera au Moyen-Orient ce week-end, a annoncé un responsable américain à Fox News. Le Nimitz a quitté la mer de Chine méridionale lundi. Donc voilà en fait tout ça en est. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est très problématique pour les Américains. La mer de Chine, c'est ici en fait. Hein. C'est ici. Vous avez tout un tas d'îlots qui sont disputés entre la Chine, les Philippines, euh, le Vietnam, peut-être probablement le Brunei et la Malaisie aussi, je ne sais pas quels sont les pays exactement qui revendiquent, mais en tout cas, voilà, il y a une problématique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regarde une carte, hein, les États-Unis sont là, hein, il y a tout un tas d'îles comme ça, et en fait, euh, la première ligne de défense des Américains à l'heure actuelle, en 2025, hein, c'est le Japon, la Corée du Sud, Taïwan
les Philippines, et puis voilà, ensuite l'Australie et la Nouvelle-Zélande quelque part. Si jamais, à l'occasion d'aventures, eh bien, les États-Unis venaient à perdre quelque part voilà, le repère de Taïwan, eh bien, à ce moment-là, je pense que il deviendrait très très nerveux et je pense que ça, c'est vraiment un très gros problème. Donc, le départ du porte-avions, je dois dire, est de mer de Chine est assez surprenant en fait. Quand on y réfléchit bien, c'est quelque chose d'assez surprenant. Déjà, c'est étonnant, ils n'avaient pas un autre porte-avions ailleurs qu'ils auraient pu envoyer sur place. Bon, ça, c'est les premières questions. Euh, Comment ça se fait que voilà, ce porte-avions est parti? Parce que c'est pas juste un bateau, hein. En fait, il y a toute une flottille tout autour, beaucoup de choses. Comment ça se fait que ce porte-avions est parti de la mer de Chine pour aller là, euh, alors que quelque part, il n'y a pas une menace directe pour les États-Unis? Bon, c'est là, vous avez la base, fameuse base de Diego Garcia, où il y a les B2 qui sont stationnés, et éventuellement avec la possibilité d'utiliser les fameuses bombes pour aller bombarder les sites le site iranien qui est enterré. Dans la province de Qom, donc ça se trouve ici, c'est Frodo, mais ça se trouve dans le coin. Ouais, c'est le problème d'OpenStreetMap en fait. OpenStreetMap, les caractères sont très petits, on peut pas les régler. Et puis voilà, ça manque quand même d'ergonomie quoi. Ok, donc bah voilà en fait pour cette nouvelle et ce que je pense du truc. Euh, donc je pense, je vais essayer. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire et si j'ai d'autres news à ce moment-là, je les relayerai sur la chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.